des ministres conseillers, d'abord il faut comprendre que ce sont des remerciements politiques. Et lorsque on nous dit que notre pays est pauvre, je pense que c'est en cela que nous voyons que c'est faux. Si le pays était aussi pauvre, comment on peut nommer des ministres? On a des députés, on a des directeurs généraux, on a plusieurs agences et au même moment, on nomme encore des ministres conseillers. 12. Ça veut dire que chaque département a un ministre conseiller pour dire que c'est tout comme si ce sont des préfets bis. Je pense que c'est une gabegie financière. On avait cru que la politique de Roumia Louadaï, surtout sur ce plan-là, allait changer. Mais malheureusement, nous constatons que ce n'est pas le cas. Et comme certaines personnes le disent, nous-mêmes nous l'avons dit, et le président actuel l'a dit, qu'il s'inscrit dans la continuité. Cette continuité-là, si je pense que ce qui était passé sous le régime de Talon, si c'est ça qu'on va encore nous réchauffer pour nous mettre à la face, je pense que l'échec est déjà là. D'abord, pour qu'un pays réussisse son développement, il faut l'assainissement des finances publiques. C'est lorsqu'on gère bien les finances publiques qu'on arrive aux objectifs du développement. Mais lorsque on gère les ressources comme on veut, et à cause des copains, des copines, on veut remercier les acteurs politiques, et à cause de cela, on les nomme à des postes, même si ces postes-là n'ont aucune valeur et aucun impact. Je pense que c'est une grosse erreur. Et nos pays doivent normalement se dégager de ces remerciements politiques qui n'apportent aucun développement. Je ne sais pas ce que ça va nous apporter. Nous avons vu sous l'ancien régime, le président Thomas, je vais parler du président Talon, et le président Talon a nommé ses ministres conseillers. On n'a pas vu le résultat que ça a donné. Surtout celui qui a occupé le poste de la sécurité, est-ce qu'il nous a amené et a élevé un peu le débat sur les questions sécuritaires avec les terreaux et qui continuent de faire les terreurs sur le territoire béninois. Je pense que franchement, nous sommes actuellement dans un embarras. On ne sait pas si il faut penser au meilleur ou il faut penser au pire. Parce que si ça commence comme ça et que on se tait, comme on nous a dit, la trêve politique ou bien le code du numérique voudrait que nous nous taisions, si on continue comme ça et que les instructions qu'eux ils donnent, et j'ai écouté un député ici il y a quelques jours qui disait que nous devons suivre la donne, nous devons suivre le président actuel et que c'est ce que l'autre a fait de mal, il va corriger. Est-ce que c'est la correction ça? Il disait que nous tous, nous devons nous réunir, nous devons nous mettre ensemble pour développer le pays. Est-ce que si on doit se mettre ensemble pour se taire et voir ce qui se passe avec ces nominations fantaisistes, est-ce que ça va nous amener à bon port? Ce sont des questions qu'on se pose. C'est pour cela que la parole, il faut toujours la prendre. Même si on ne vous la donne pas, il faut l'arracher pour parler, pour dénoncer, pour critiquer, pour proposer. Je pense que franchement, dans quelques mois, ils vont même constater que c'est une gabegie financière. S'ils veulent vraiment être honnêtes, ils doivent nous débarrasser de ces ministres conseillers. On a mieux à faire. L'argent qu'on va prendre pour payer ces ministres conseillers là, on pouvait peut-être acheter des tracteurs pour donner aux paysans, même si c'est gratuitement. Là, ils vont nous cultiver et tout ce qui concerne les produits que nous consommons et on va les acquérir moins cher que de donner cet argent-là à ceux qui sont déjà rassasiés. Ils ont déjà un minimum. Ils ont déjà un parcours politique et comme on veut les contenter pour qu'ils ne parlent pas, donc il faut leur donner de l'argent. C'est une distribution gratuite d'argent dans le budget national. Vous voyez, il faut toujours nous réveiller. C'est très important et rester aux aguets. Quand on nous dit que nos pays sont pauvres, c'est une insulte. Parce que si nous croyons en Dieu et que nous savons que nous ne sommes pas, en tout cas, créés de nulle part,
et qu'il y a un créateur qui ordonne tout et qui est dans sa bonté éternelle et pour mettre une communauté quelque part sur un territoire donné, il donne tous les moyens pour que cette communauté-là puisse vivre en paix. Je pense que nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas donné le Bénin pour nous faire souffrir. Il y a des moyens pour que nous puissions vivre en paix. Mais malheureusement, un groupe, chaque année ou chaque mandat, a normalement opté pour nous faire souffrir. Et en nous faisant souffrir, qu'est-ce que ces groupes ont fait? Ils ont toujours fait des mauvais choix contre le peuple. Donc, quand il s'agit de faire la bonne politique pour que tout le monde puisse avoir un peu de souffle dans le pays, pour que quand même chaque citoyen puisse avoir dans le panier de la ménagère un peu de ressources pour pouvoir vivre, on fait tout possible pour écarter la majorité de la manne nationale. Et on donne cette manne nationale à un petit groupe pour soumettre le plus grand groupe. C'est à cela qu'on assiste chaque fois. Et je pense que c'est dommage. On ne peut pas créer une aristocratie de nulle part pour que cette aristocratie-là soumette comme les autres des esclaves à chaque fois. Pour que lorsque eux, ils ont besoin d'être votés, c'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent qu'il y a un peuple. Je pense que c'est une grosse erreur. Nous devons vraiment quitter ce désordre-là. C'est un désordre organisé pour que nos fonds publics puissent être délapidés à chaque fois. Sinon, nos pays ne sont pas pauvres. Dieu n'est pas égal à quelqu'un, à un être humain. Il ne peut pas nous donner le territoire béninois pour nous faire souffrir, pour nous imposer la pauvreté, pour que à chaque fois nous ayons des pleurs. Parce que on a des groupes au sommet de l'État qui pensent que ils connaissent tout et qu'ils peuvent décider de tout pour nous. Et on dit souvent que quand quelqu'un décide de quelque chose sans vous, c'est que c'est décidé contre vous. Donc quand quelque chose est fait sans vous, c'est que c'est fait contre vous. Donc je pense que franchement, actuellement, il faut que nous communiquions sur ce dossier-là. Ce n'est pas opportun. Les ministres conseillers ne sont pas opportuns. On ne voit pas quelle est leur feuille de route. Quel est l'objectif de ces ministres conseillers-là? Et pourquoi on les a nommés? Ils vont nous apporter quoi si ce ne sont pas des remerciements politiques pour délapider les fonds publics? Je pense que franchement, à un moment donné, il faut que, en tant qu'Africains, qu'on commence par agir en des personnes réfléchies. C'est-à-dire qu'on ne nous voit pas comme nous étions des sous-hommes à chaque fois et on nous accorde des prêts et après des années, nous sommes à la même place parce que on prend cet argent-là pour donner aux individus qui dilapident comme ils veulent et comme ils ne gagnent pas cet argent avec souffrance et ils préfèrent aller gaspiller cet argent-là dans les lieux où il n'y a pas normalement d'impact pour le peuple. Donc, franchement, et je suis désolé par rapport à ces nominations-là parce que elles ne nous apportent pratiquement rien. Et si vous faites le bilan depuis 2022 qu'on a nommé d'autres ministres conseillers et jusqu'à aujourd'hui, vous allez constater que aucun d'eux ne nous a fait un bilan ou même des communications qui vont dans le sens de nous donner un peu l'idée de ce qu'ils ont fait pour le pays. Mais pourquoi on les reconduit encore? Pourquoi on reconduit les mêmes postes? Ministre conseiller, ça veut dire quoi concrètement? C'est du nouveauté, hein? C'est ça là, on n'a jamais vu dans nos pays, on n'a jamais vu ça. C'est avec le président Talon qu'on a vu comme c'est son poulain qui est au pouvoir. Il a aussi racheté et reconduit la même chose, la même politique. Je pense que les erreurs sont en train d'être accumulées déjà pour les premiers pas et ce n'est pas une bonne chose que nous soyons là en train d'observer cela. Parce que, comme je l'ai dit, actuellement notre combat c'est la jeunesse. Il faut que la jeunesse trouve de l'emploi. Mis à part l'agriculture que nous devons moderniser, nous devons mécaniser pour avoir l'autosuffisance alimentaire, il faut que aussi les jeunes puissent travailler. Même si on dit que les formations que les jeunes font ne sont pas adéquates aux offres d'emploi sur le terrain. Mais ils ont déjà un certain niveau. On peut mettre des systèmes en place
des projets en place pour pouvoir les former dans des secteurs donnés, pour qu'ils soient opérationnels sur le terrain. S'ils sont opérationnels sur le terrain, c'est le pays qui gagne. Le pays gagne en efficacité, le pays gagne en termes de richesse, le pays gagne en termes de développement, le pays gagne en termes de sécurité, le pays gagne en termes de paix. Parce que lorsque les gens travaillent, lorsque la majorité travaille dans un pays, et vous allez constater que on ne va pas manipuler cette majorité-là. Et les jeunes aujourd'hui qui sont recrutés pour faire du mal à leurs propres parents, à leur propre pays, et les terreaux qui recrutent, si ces jeunes-là avaient des emplois, ils n'auraient pas accepté aller se faire tuer pour rien. Vous avez vu et les corps qui sont tombés au Mali dernièrement comme des mouches. Ce sont des jeunes. C'est l'Afrique qui perd. Je le dis le plus souvent. Les terreaux eux-mêmes, ils ne savent pas que ils sont je ne sais pas comment je vais dire ça. Ils sont des innocents qui s'ignorent. Ils sont des innocents qui s'ignorent. Et on les exploite pour détruire leur pays. Vous avez, je l'ai déjà dit, ce qui est derrière tout ça, c'est le dépeuplement de l'Afrique. Parce que l'Afrique a aujourd'hui une population jeune et qui fait peur aux Occidentaux. Ils pensent que nous allons les coloniser comme ils ont fait dans les années 1885 chez nous ici. Donc, il faut que vraiment nos leaders politiques comprennent. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ok, vous pouvez chuter à ce niveau. Oui, on va écouter tout le monde rapidement et puis on va revenir à vous pour votre deuxième tour de parole. D'accord. Il faut que nos leaders politiques comprennent que ils sont là pour servir le peuple et non se servir ou bien même faire ce qu'ils veulent, leur désir. Parce que gouverner, c'est normalement prévoir. Et prévoir, c'est pour le futur. Ce n'est pas pour le présent ni pour le passé. Donc, ils doivent comprendre que s'ils doivent miser sur un secteur ou bien sur une couche donnée, c'est l'agriculture et la jeunesse. Parce que l'avenir du pays ne peut pas se construire avec des jeunes chômeurs, délinquants, drogués et sans espoir. Si la jeunesse est devenue jeunesse sans espoir, c'est que elle est en déperdition. Quand vous êtes en déperdition, c'est que vous n'avez plus envie de vivre. C'est que vous vivez sans exister. Et vous existez sans vivre. Donc, je pense que franchement, il faut que nous revoyons cette politique-là. Ce n'est pas une bonne chose de donner de l'argent gratuitement à certaines personnes qui ont déjà démontré et qui n'ont rien à apporter à notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les amis, on va continuer à partager, à tapoter le live. Donc, Monsieur Frérot, maintenant, vous pouvez y aller. Oui, Biafrica, bonsoir. Je salue tout le monde sur le panel. Avant toute prise de parole, j'aimerais vous remercier et remercier tous ceux qui continuent de se lever pour dire non à l'injustice dans notre pays. Je sais que vous êtes en train de sacrifier votre vie, même il y a certains qui sont en train de sacrifier leur génération. Oui, juste pour le bien du Bénin. J'aimerais aussi dire à tous ceux qui nous écoutent que nous ne sommes pas des apatrides, comme les gens le disent. Nous sommes les patriotes, les nationalistes qui aiment très bien notre pays. Nous aimons notre pays et nous voulons y contribuer ensemble. Avant de venir à la nomination des ministres conseillers, j'aimerais faire juste un constat. Il a dit, Wada a dit, hein, bon, il a été nommé et moi je lui ai donné bénéfice de doute au départ. C'est lui qui a dit que Patrice Talon est un homme de parole. Et il a dit que après son investiture, il va s'effacer. Mais ce que nous voyons, c'est Patrice Talon qui continue de gouverner notre pays. Mais nous ne sommes pas étonnés. Nous ne sommes pas étonnés. Vous imaginez, regardez bien dans le gouvernement. Les ministres conseillers qu'on vient de nommer, au moins c'est là, on peut dire, bon, ils font partie de la population béninoise. Mais les ministres même, regardez les ministres même. Dans cette classe politique, on voit que on a choisi des gens qui ne connaissent pas le Bénin. La majorité ne connaissent pas le Bénin, les Béninois. Vous imaginez? Nous sommes dans un pays où on donne les postes dans le gouvernement, les postes ministériels à des étrangers.
on nomme des gens au sein de la présidence. On nomme des étrangers. Vous imaginez ce que nous apportons, vous imaginez ce que nous sommes en train de faire? La sécurité nationale. C'est-à-dire, ça doit nous faire peur parce que nous sommes dans une situation inédite. Et les Béninois sont là, ils sont en train de regarder. Moi, j'ai déjà dit, depuis qu'on a fait les élections présidentielles, la nomination présidentielle, j'ai pris ma décision de ne plus intervenir. J'ai pris ma décision de respecter la traite politique qu'ils nous ont imposée. Et je vais dire à tout le monde que tout ce que nous disons sur ce panel ici, nous ne critiquons même pas le gouvernement. Nous apportons des solutions claires, des solutions pour avancer le Bénin. Et c'est dans cette logique que nous sommes depuis 2016. Et ça continue jusqu'à ce que nous aurions les résultats. Les ministres conseillers maintenant, ceux-là, ils n'ont rien à apporter au pays. Vous savez très bien. Moi, je peux dire que, on les a nommés peut-être, on les a nommés parce que les partis politiques ont fait un peu de pression sur Wadayi. Parce que si vous regardez dans le gouvernement, dans le premier gouvernement, vous regardez les ministres là, c'est-à-dire que la majorité n'appartient même pas à un parti politique. Donc, je pense que les gens lui ont fait de la pression, de chantage, et comme ça, il a cédé. Nous sommes là, on ne connaît même pas les salaires politiques que dans tous les pays au monde. On connaît au moins les salaires politiques, les salaires des ministres, des présidents, nous ne connaissons rien. Donc nous sommes dans une situation inédite au Bénin et le combat doit continuer. Nous devons continuer de dire, d'apporter la solution. Nous allons continuer de dire à ces gouvernements. Et puis le gouvernement de Patrice Talon que nous avons critiqué, mais nous n'avons pas eu la chance d'avoir le bilan. Nous allons continuer de faire des propositions pour pouvoir aider le gouvernement à réussir. Parce que si le gouvernement réussit, ce sont les Béninois qui vont en profiter. Ce sont les Béninois qui vont en bénéficier. Moi, je ne suis pas pour les actions sociales. On fait la gratuité de la sécurité pour les femmes. Ça veut dire quoi? Dans un pays normal, si tout va très bien, tout le monde a l'argent. Est-ce que c'est 19 000 francs que vous allez demander à l'État de vous faire forfait? Vous imaginez? Dans un pays, si tout va très bien, tout le monde devait avoir une assurance. Nous n'avons pas besoin que le gouvernement mette des fonds pour dire que les gens ont critiqué le gouvernement passé. Il y a beaucoup de personnes qui étaient parties comme ça à cause de certaines maladies. Maintenant, nous mettons un fonds de 2 milliards. Seulement 1 milliard, hein? 1 milliard ne valent rien. Hein? 1 milliard, c'est rien. Hein? Donc, si nous sommes dans un pays où tout le monde a du travail, nous n'avons pas besoin de tout ça là. Moi, je suis un nationaliste capitaliste. Ça veut dire quoi? Je suis un nationaliste qui a une vision pour le Bénin. Cette vision est celle que tous les Béninois ont de travail. Tous les Béninois ont de business pour contribuer à l'émergence de notre pays, pour contribuer au développement de notre pays. Ce n'est pas le fait d'aller faire des prêts pour venir faire des actions sociales à la population que, ils n'ont jamais fait ça. Hein. C'est une nouvelle initiative que nous sommes en train de regarder pour voir comment ils vont implémenter ça. Et ils vont, ils vont implémenter ça. Et au même moment, nous sommes ici à accompagner les jeunes Wadayi que moi, je ne reconnais pas, mais je suis partant comme il a été nommé. Nous ne voulons pas du désordre dans notre pays. Nous voulons l'accompagner. Donc, il n'a qu'à commencer par nous écouter. Tout ce que nous disons, il n'a qu'à commencer par les mettre en pratique pour pouvoir développer notre pays, pour pouvoir continuer à garder la paix
la sécurité dans notre pays qui est très important parce que nous sommes à l'extérieur, nous tous d'autres sont bon, dans d'autres pays, mais nous tous, nous avons notre racine au Bénin. Donc, Bi-Africa, je vous remercie beaucoup et je vous remercie tous ceux qui continuent de critiquer malgré qu'on appelle la crainte qu'un jour peut-être on va les enfermer parce que nous sommes dans plusieurs pays hein, et puis à un moment donné, vous savez très bien que ce gouvernement a une bonne relation avec les pays occidentaux. Donc, ils peuvent à tout moment négocier pour nous arrêter, pour nous envoyer au pays, pour qu'on puisse aller faire qu'on appelle, prison ou bien crier. Bon, je ne sais pas. Mais je dis à Wada que nous sommes là pour apporter des solutions pour que le Bénin aille en avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, mais je vais vous corriger sur un point. Le gouvernement béninois, peu importe si c'était Talon, Wada, ce gouvernement n'a aucun pouvoir pour amener un Béninois de l'extérieur. Je vous rassure, ils ne peuvent jamais réussir à amener un Béninois de façon légale. De façon légale, hein, ils peuvent envoyer les milices ethniques, les gros bras, les MMA pour aller kidnapper des gens, mais passer devant un juge pour amener un Béninois au Bénin, c'est pas possible. Non, rassurez-vous, ils ne peuvent jamais réussir parce qu'ils ont des dossiers lourds à l'international. Les gens savent ce qu'ils sont, les gens savent ceux qui sont au pouvoir, et je ne pense pas qu'un pays sérieux, ils peuvent aller en Côte d'Ivoire et demander à Ouattara d'envoyer quelqu'un au Bénin. Lui-même, il a tué 3000 personnes pour prendre le pouvoir. Donc, lui peut envoyer quelqu'un au Bénin. Mais dans un pays sérieux qui respecte les droits humains, un pays sérieux ne peut jamais envoyer un Béninois dans un pays où il sera torturé. On a parlé longuement de Hugues Sossou ici, qui a été enfermé 23 heures sur 24 sur des mois. On a parlé d'autres, le jeune Latif Radi qui est mort en prison. Donc, aucun pays sérieux qui respecte les droits humains ne peut envoyer un Béninois, peu importe ce qu'on reproche à ce Béninois-là. Donc, sur ce point, il ne peut pas le faire. Écrivez ça quelque part, moi je vous le dis, il ne peut pas réussir. Il ne peut pas réussir sur ce plan-là. Donc, on va fermer cette parenthèse. Donc, évitons de mettre la peur dans le cœur de nos compatriotes pour dire, même s'ils peuvent avoir les meilleures relations avec la France. On a des dizaines de Béninois qui sont réfugiés, exilés en France. Pourquoi ils n'ont pas demandé à Emmanuel Macron? Ils ont de bonnes relations avec Emmanuel Macron. Macron ne peut jamais leur envoyer qui que ce soit. Parce qu'ils savent, ils savent bien ce qu'ils sont à Cotonou et la manière dont ils traitent les gens qui sont en détention. C'est le minimum. Le minimum est que Macron n'a même pas un pouvoir sur les magistrats français pour leur ordonner de faire quoi que ce soit. Donc, même si on arrête un Béninois à l'étranger, dans un pays sérieux, il va passer devant un magistrat. C'est pas ce qu'ils ont fait notamment à Lomé, où ils voulaient assassiner Steve Amoussou. Et si c'est pas que les gens ont crié, ils vont le liquider, le jeter dans la brousse. La même chose qu'ils ont fait pour Hugues Sossou. Là, ils peuvent réussir ce coup-là avec les gros bras qu'ils ont, les criminels qui sont à leur solde. Mais de façon légale, passer devant un magistrat, ils ne peuvent jamais le réussir. Donc, on va fermer cette parenthèse. Arrêtons de faire peur aux Béninois. Ok, monsieur Abdoul Reda, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole sur le sujet du jour. Alors, bonsoir. Vous m'écoutez? Bien, on vous écoute, oui. Alors, j'interviens juste pour clarifier certaines choses. Je suis pas du même avis que vous, toujours, comme d'habitude, mais je vous écoute souvent. En ce qui concerne le dossier que tu mets en discussion ce soir, il me paraît essentiel qu'on puisse clarifier le rôle de ces conseillers, de ces ministres conseillers. Au fait, le gouvernement est constitué de 25 ministres, comme vous le savez, et les ministres conseillers ne sont pas membres du gouvernement. Ils sont plutôt des gens qui ont des compétences et qui peuvent aider le président de l'exécutif béninois à réaliser certaines actions dans un délai recommandé et qui permettent de générer des valeurs ajoutées sociales, économiques, productives pour tout le monde. Si je prends par exemple aujourd'hui, les 12 ils ont une coordonnatrice, Madame Dakpo, je pense Madame Kakpo, c'est elle qui va coordonner tous leurs dossiers. S'il y a un dossier qui bloque quelque part, ces ministres conseillers seront chargés de suivre ces dossiers, chacun en ce qui le concerne. Monsieur Migan Assogba ou bien Monsieur Nomik Bey, c'est des gens qui ont des compétences spéciales.
et qui ont travaillé sur des dossiers dans le passé. Elle-même, elle était directrice de cabinet de cadre de vie et elle connaît très bien ces anciens dossiers. Donc, il est essentiel de mettre en jeu ces gens pour qu'ils puissent permettre de suivre un peu le ministre parce que la charge qui incombe dans l'année 2027 sera beaucoup plus lourde que vous le voyez maintenant. Le budget d'État sera dans l'ordre de 4 500 milliards de francs CFA. Ils ont besoin d'apprêter tous ces détails et il faut prendre les choses dans le sens positif. Ne regardez pas, ils n'ont pas de cabinet, ils n'ont pas de frais, ils ont leur salaire peut-être, hein, je dis peut-être, reste à vérifier, mais ils sont là pour conseiller, pour aider, pour vérifier. Ils n'assistent pas au Conseil des ministres, ils n'ont pas de frais comme chaque ministre, chaque cabinet. Donc, je ne vois pas, en fait, honnêtement, je le dis parce que il faut que vous puissiez lire le décret 355 qui a été pris hier, dans leur détail pour savoir leur attribution. Avant que vous jugez, c'est que vous êtes en train de juger. Peut-être vous avez une idée que c'est des charges supplémentaires. Moi, je dirais autrement, non, c'est pas des charges supplémentaires. Nous avons besoin toujours des gens qui ont le titre de ministre pour qu'ils puissent intervenir là où il faut intervenir et donner la réalité des dossiers. Nous avons des projets qui vont coûter des milliards. Un autre ministre peut proposer, d'autres ministres peuvent vérifier sur le terrain, qui a le titre de ministre, mais il ne décide pas. Il participe au comité interministériel pour proposer ce qu'il avait vu, regarder, analyser, et après proposer à l'exécutif béninois ce qu'il a vu sur le terrain. Je pense qu'il faut prendre les choses dans un sens positif toujours. Nous rentrons dans une autre façon de gouverner qui n'a rien à voir avec le passé et soyons optimistes et encourageons les gens à avancer autrement. Voilà ce que je vais vous dire ce soir. Merci de m'avoir donné la parole. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je peux juste dire un petit mot. Leur présence là, c'est juste pour conseiller. Dans les ministères, à ma connaissance, on a déjà des conseillers techniques dans tous les départements ministériels. Donc, si on nomme d'autres... Absolument pas, monsieur. Je vais vous donner la parole. Monsieur Absolument Abdou. pas. Absolument pas, je vous réponds. Donc, attendez que je finisse. Donc, ça, c'est la première observation. Ce qu'on a eu sur Patrice Talon, quelle évaluation on a fait de leur impact sur le pays? Donc ça, on a ce résultat nulle part, on a ce rapport nulle part. Donc, c'est la question que nous, on se pose, des questions légitimes. Et au-delà de ça, les agences qui sont créées pêle-mêle, on a dans les ministères, on a les DC, les DA, les DG, on en a plein. Des cadres qui sont là-bas déjà dans les ministères, qui jouent des rôles. Quel est l'apport externe que ceux-là apportent? C'est un point. Mais je vais permettre juste la motion d'abord. Et si vous souhaitez reprendre la parole, vous allez reprendre. Monsieur Abacha, vous pouvez faire votre motion. Ok, merci, M. Biafrika. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, allez-y, oui. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à M. Dr. Wali Frérot. Je voulais demander à M. Abdul Reza, est-il béninois, comme il connaît si bien ses compatriotes? On va laisser ce sujet-là. Allez directement, pas nécessairement lui vouloir savoir s'il est béninois ou pas. Donc, on va y aller directement. Ok. Vous savez, nous sommes dans une posture où on encourage déjà les premiers pas de M. Romuald Wardani avec ses visites. Et là, je suis stupéfait de savoir que il est nommé certains ministres, ministres conseillers. Il y a monsieur Reda qui essayait, monsieur Abdul qui essayait d'expliquer leur rôle auprès des ministres délégués. Et je voulais juste lui poser une question. Connaît-il réellement la superficie du Bénin? Si oui, connaît-il le budget de l'État, le budget annuel de l'État? Si oui, qu'il me réponde à cette petite question. Pense-t-il que ce Bénin, ce petit pays, en superficie bien sûr, le Bénin mérite-t-il d'avoir plus de 24-25 ministres et des ministres associés
à leur poste, c'est-à-dire des doublures, parce que c'est un peu comme si on faisait des doublures à certains postes ministériels. Pense-t-il que le budget de l'État mérite un tel, c'est-à-dire, je dirais, ces nominations, tandis qu'on a des directeurs de cabinet, comme vous l'avez si bien signifié, nous avons des directeurs de cabinet, des secrétaires, ben, au fait, Monsieur Romia Wadaï est un financier et il sait que l'économie du pays est en quelque sorte, il doit travailler sur cette économie parce que l'État béninois a perdu durant ces 3 dernières années. Mais vu les 7 ans à venir, pense-t-il que on doit toujours créer des postes juste pour satisfaire certains partis politiques ou certaines personnes qui nous ont soutenus pendant la campagne, où il faut, au fait, je voulais quelque part, si le gouvernement, je crois bien qu'ils ont des services de renseignement, au fait, qu'ils essaient on ne peut pas commencer à bien faire et déjà faire le boiteux en cours de route. Non, le Bénin ne mérite pas ces trucs. Au minimum, on pouvait leur attribuer certains postes quelque part. Et M. Reda essayait de justifier qu'ils n'ont pas de cabinet, ils n'ont pas de trucs. Vous connaissez l'attribut de ministre conseiller? Vous connaissez le rôle de l'attribut du ministre conseiller? Ok, je voulais m'en arrêter là. Je ne veux pas trop épiloguer sur... Vous aurez votre temps de parole plus tard. Oui, merci M. Biafrika. De rester dans 2 minutes environ, ou 23 minutes au plus. Et je voulais, excusez-moi si j'ai demandé sa nationalité, c'est parce que je voulais lui faire comprendre que les Béninois sont à même de comprendre ce qui se passe au Bénin et sont mieux placés pour expliquer ce qui se passe dans leur pays. Vous aurez vu les 2 précédentes émissions sur le Sénégal. J'ai tenu à m'abstenir parce que c'est vu de l'extérieur, on a des opinions diverses, mais vu de l'intérieur, les Sénégalais sont mieux avisés que nous sur leur position. Vous comprenez? C'était pas pour essayer de le classifier, mais essayer juste de le faire comprendre s'ils comprenaient réellement la situation des Béninois. Merci, M. Biafrika. Je vous reviens. Ok, Dr. Awali, vous pouvez faire votre motion. Merci. Monsieur Abdoul, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu la politique béninoise depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et si vous connaissez les acteurs qui ont animé cette politique jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes béninois, nous sommes au Bénin, nous avons fait cette politique-là, nous sommes acteurs politiques et nous savons de quoi il s'agit. Que ce soit les portefeuilles de ministres conseillers, aujourd'hui, les rôles qu'ils jouent depuis qu'on les a nommés sous l'ancien régime jusqu'à aujourd'hui, nous savons exactement ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, ça n'apporte aucune valeur ajoutée à notre pays. Ça, je vais vous le rassurer. Parce qu'on n'a jamais vu un petit résultat quelque part attribué à un ministre conseiller depuis qu'ils sont nommés en 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous dire que ce sont les gens qui vont accompagner les ministres délégués et qu'il y a des fonds alloués pour certaines réalisations, certaines infrastructures qui doivent suivre. Mais ceux qui sont normalement nommés en tant que ministres délégués et directeurs de cabinet et autres au niveau de ces ministères-là qui doivent gérer ces fonds pour réaliser les infrastructures, si ces personnes-là ne sont pas compétentes, il faut les dégager. Si ce sont les ministres conseillers qui sont normalement compétents pour, en tout cas, régler ces problèmes-là, il faut dégager ceux qui sont au niveau des ministères et amener les ministres conseillers pour les nommer. Là, nous savons que nous avons un budget alloué à des ministères et à leur personnel. Mais nous nommer des ministres conseillers qui ne nous apportent pratiquement rien, on a parlé de la sécurité. C'est, en tout cas, un pas palpant, la sécurité dans notre pays. Est-ce que depuis là,
on a dit qu'on veut acquérir des armes. Combien d'armes le ministre conseiller nous a aidé à acquérir? Celui qui est chargé de la sécurité. Combien de personnes sur le front, le ministre conseiller a pu aider lorsqu'il y a eu des dégâts matériels et humains? Jusqu'à présent, nous sommes là, on voit ce qui se passe avec les terreaux qui continuent comme s'ils étaient en terrain conquis. Ils font ce qu'ils veulent, ils repartent. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on se dise certaines vérités. Nous sommes au Bénin, nous sommes des Béninois, nous avons un certain bagage intellectuel, nous avons certaines connaissances de la politique béninoise depuis des années. On peut vous faire l'histoire politique pré-coloniale, post-coloniale et jusqu'aujourd'hui, ce qui se passe là, nous pouvons vous faire cette histoire-là. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas nous rabâcher et on ne peut pas nous convaincre sur ces faits-là que les ministres conseillers sont bons pour notre pays. Où est-ce que vous avez vu de telles nominations? Si ce n'est pas au Bénin, ce sont des remerciements politiques. Et l'ancien président Talon nous avait déjà dit ça, que lui peut nommer quelqu'un d'incompétent qui n'a aucune valeur et que si c'est lui son choix et que si la personne a un poids politique, lui, il s'en fout. Donc ça veut dire qu'on veut nous imposer une gouvernance qui n'arrange pas le pays. Mais si nous ne sommes pas des animaux, nous n'allons pas accepter ça. Il faut qu'on comprenne. Nous sommes en train de nous battre pour l'avenir. Parce que nous sommes jeunes. On ne veut pas hériter d'un pays où on a tout saccagé et on nous laisse ça dans les mains. On pourra faire quoi? Et on va faire du même au même. C'est ça. Normalement, la nouvelle génération que nous sommes, nous devons apprendre de vos expériences. Des expériences de ceux qui sont là. Il ne faut pas que les gens soient autant gourmands au point de s'accrocher au poste seulement que pour avoir de l'argent et continuer de faire leur vie comme si ils étaient au paradis. Alors que il y a au même moment à côté de leur maison des gens qui peinent à manger un repas par jour. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Les ministres conseillers, vous dites que ils n'ont pas de salaire. Ce n'est pas à nous que vous allez dire ça. Nous savons ce qui se passe. L'argent, ce qu'ils prennent comme indemnité, nous savons. Mais si cet argent-là était normalement investi dans l'agriculture, comme je l'ai dit, pour acheter des tracteurs, accompagner les paysans pour labourer les champs, mais ça allait nous avantager pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Au même moment, cet argent-là, on pouvait prendre pour acheter l'équipement pour notre armée. Ça allait nous avantager. Au même moment, il y a des jeunes qui ont des projets sous la main. On peut les aider avec cet argent-là. Faciliter la jeunesse pour créer des emplois ou les recruter. C'est très important. Merci. C'était une motion, donc merci beaucoup. Je voudrais peut-être préciser à tous ceux qui nous écoutent, quand vous prenez le décret qui fixe les attributions des ministres conseillers, c'est totalement laconique, il n'y a rien de concret dedans. Je vais vous lire, par exemple, si on prend ministre conseiller à la santé, qu'est-ce qu'on a écrit dans le décret comme attribution? On a écrit premier tiret santé, deuxième tiret affaires sociales et microfinance. On lui dit qu'est-ce qu'il fait exactement? On ne dit rien. On a dû préciser les champs d'action, mais il n'y a rien dedans. Donc, celui qui est le titulaire de poste, le ministre qui siège au gouvernement, lui fait quoi? Donc, c'est qu'on a créé comme des doublons un peu partout. Quand vous allez encore à la présidence, vous allez voir des agences qui ont exactement les mêmes champs d'action. C'est la réalité. OK, mais je vais quand même vérifier si M. Abdoul veut réagir aux motions, sinon je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. M. Abdoul, si vous souhaitez réagir aux motions, vous pouvez prendre la parole. Au fait, je vais juste dire à celui qui m'a demandé si je suis béninois, je suis béninois. J'habite au Bénin depuis 34 ans. Je connais très bien le Bénin depuis 1992. J'ai grandi ici. Je connais parfaitement de quoi je parle. Ça, c'est un. Deux, concernant le poste de ministre conseiller, c'est des postes techniques qui vont aider les ministres de tutelle à faire leur travail et présenter des états réels à l'exécutif béninois dans un domaine donné. Donc, je pense que le débat n'a pas été clarifié d'une façon à ce que le rôle de tout un chacun, qu'est-ce qu'il va faire de plus, mais c'est des postes techniques. Ils n'ont pas de lien avec les ministres directement, ils siègent pas au gouvernement, ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils ont des salaires ou pas, ça je peux pas l'affirmer, je connais pas dans ces détails, mais ce que je sais, c'est que leur rôle est purement technique, apporter des informations fiables qui permettent à ce qu'ils puissent le projet aller vite et avancer d'une façon rigoureuse afin que tout ce qui est prévu soit réalisé dans les
dans le temps et dans la qualité. Voilà ce que j'ai à dire. Merci pour votre... C'est vraiment des postes techniques. Si on prend l'exemple de Gbadamassi, lui, là, quelle connaissance technique en sécurité? On aurait dû prendre un ancien général à la retraite, par exemple. Non, mais monsieur, vous voyez, quand vous prenez la parole, vous coupe pas. Donc, on va essayer d'adopter la même discipline. Vous attendez. Si vous voulez réagir, vous pouvez reprendre la parole. Ce n'est pas un souci ici. Donc, si on prend le cas de Gbadamassi, lui, là, quelle connaissance technique en sécurité? Si on veut faire des mouvements, on aurait dû prendre un ancien général d'armée ou bien, je ne sais pas, de la police républicaine pour ce poste-là, si on veut vraiment quelqu'un qui est technique pour appuyer le gouvernement. Donc, on va écouter quelqu'un d'autre. Vous avez eu votre temps de parole pour l'instant. Docteur Hervé Toyisse, est-ce que vous m'entendez? Docteur Hervé Toyisse, oui, c'est ça le nom. J'espère que je n'ai pas... il y a bien lu. Ok, allez-y, on vous écoute. Vous m'avez sauté, hein? Ah oui, je reviens à vous. Oui, United, non, je ne l'ai pas oublié. Allez-y, on vous écoute, docteur Hervé Toyisse. Vous m'aviez sauté également, hein? Je n'ai pas encore pris la parole. Non, il était là avant vous, monsieur Kamal. Alors, j'adresse mes salutations sincères à chacun, à Biafrika particulièrement et à tous les panélistes. Et je vous salue aussi sincèrement pour le travail de veille citoyenne que vous faites chaque jour, le docteur Awali, le sénateur que je suis aussi régulièrement et tous les autres. Bon, moi j'ai décidé quand même de donner quand même mon point de vue sur